Alors, je vais vous parler du film Budapest. C'est un film français, mais je vais vous en parler parce qu'il y a dans ce film de véritables leçons de business. Et on va donc voir 10 leçons de business inspirées du film Budapest. C'est dans quelques instants. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors, Budapest, comme je le disais, est un film français. C'est un film, on va dire, oui, c'est un film humoristique dans une certaine mesure. Il y a beaucoup d'humour, mais c'est quand même véritablement sur un fond de business. Et c'est un biopic. Les biopics, ce sont ces films-là qui sont inspirés de faits réels, qui racontent la vie de personnes qui ont réalisé des choses intéressantes, impactantes, en tout cas des choses qui méritent d'être portées à l'écran pour être diffusé et inspiré de nombreuses personnes. Et moi, ce film, il m'a beaucoup plu. C'est vrai qu'il a des airs un peu fantasques, les acteurs sont assez marrants, les discours, les dialogues. C'est un bon petit film pour rigoler. Mais derrière ça, on apprend énormément de choses quand on le regarde avec un œil différent, avec l'œil du rock. C'est l'œil qui permet d'identifier tout ce qui est business leadership dans un film, dans une chanson, dans un livre. Rock, vous savez ce que c'est? C'est rêver, oser, créer. OK? Il faut être rock pour pouvoir s'améliorer tous les jours et avancer vers ses rêves. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochains contenus et on va y aller. Alors, 10 leçons. La première leçon de business que j'ai identifiée dans ce film, c'est que la frustration est un levier extrêmement puissant. Dans ce film, il y a 2 potes, d'accord, qui sont amis depuis, je crois, l'université. Ils bossent dans la même boîte. C'est une boîte possédée par une famille bourgeoise et où manifestement il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de gens guindés et beaucoup de snobs. Et du coup, ces 2 potes-là, qui sont les protagonistes principaux, ils sont un petit peu brimés dans la boîte. Donc, ils en ont un peu marre. Et c'est tout ça qui leur donne envie, à un moment, de passer à autre chose. Mais au-delà de ça, un jour, ils sortent pour aller en boîte, donc enterrement de vie de garçon, d'un des 2, et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à rentrer dans la boîte. Pourtant, ils ont fait une réservation avant. Faut savoir, ça se passe en France. Faut savoir qu'en France et dans de nombreux pays, on ne rentre pas en discothèque comme on veut, quand on veut. Vous arrivez, soit vous connaissez les physios, ou vous avez prévenu, ou vous avez réservé une table assez chère, ou alors vous faites la queue comme tout le monde, et vous pouvez faire la queue pendant des heures même, et à l'entrée, on vous dit « Non, monsieur, vous ne rentrez pas », parce que vous n'avez pas le dress code du coin. Parfois, ça peut être également de la brimade, de la ségrégation, on vous le dira jamais clairement, mais c'est connu, quoi. C'est un secret de polichinelle. Il y a des boîtes dans lesquelles les Noirs ont du mal à rentrer en France et dans plusieurs autres pays. Il y a des boîtes dans lesquelles vous n'avez pas un certain standing, que vous soyez noir ou pas, vous ne rentrez pas. Donc ça, c'est la discrétion du physio, c'est-à-dire celui qui fait le leader, les gars baraqués qui sont à l'entrée, c'est lui qui décide et lui, il a des consignes. Donc ces 2 protagonistes ne parviennent pas à rentrer alors qu'ils ont fait une réservation. Et ils se font rembarrer au dernier moment. Ils sont, comme on dit, dégoûtés complètement. Et parce que voilà, c'est une soirée spéciale, enterrement de vie de garçon d'un d'entre eux. Ils doivent chercher un autre coin, ils vont ailleurs, mais franchement, ils passent pas une bonne soirée. Et ça, ils se disent, oh là 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 là, franchement, ça aurait pu mieux se passer. Et il y a une femme, parmi les danseuses du coin où ils sont allés finalement, qui est une stripteaseuse, et qui échange avec eux et leur dit « Ah, mais à Budapest, vous savez, c'est pas comme ça du tout. Vous rentrez où vous voulez, quand vous voulez, on fait pas de chichi. » Et ils disent « Ah bon ?» Donc, ils sont surpris et ils décident. Le lendemain, il y en a un qui a une idée, et il décide en fait qu'au-delà d'aller éventuellement même là-bas pour faire un petit trip, il décide de monter une boîte où il proposerait aux gens d'aller faire leur enterrement de vie de garçon à Budapest. Donc, ils font des estimations, ils font les calculs, ils se rendent compte qu'avec 400 € à peine, il y a le billet d'avion, il y a l'hôtel, enfin ça, ils vont avoir ces détails après parce qu'ils vont expérimenter la chose. Mais bref, c'est la frustration
du bureau, du service, pardon, de l'entreprise dans laquelle ils sont, et la frustration de cette soirée-là, qui cumulée, a permis de faire germer l'idée. Donc ça, c'est important. Et c'est souvent le cas. C'est quand on est frustré par une situation que parfois on se dit « Tiens, il faut que je puisse résoudre ça, parce que moi, je supporte pas ça, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui le supportent pas. » Deuxième leçon, il faut apprendre à créer une expérience sensorielle et mémorielle. Simplement parce que quand ils ont eu cette idée, celui qui l'a eu parmi les deux, il l'a convaincu le second, ils sont partis à Budapest, ils sont allés tester eux-mêmes ce qu'ils veulent proposer. Déjà, ils sont allés voir si c'était vrai, s'ils pouvaient rentrer dans des clubs sans difficulté. Ils se sont rendus compte que oui, et après, ils ont testé différentes attractions pour ressentir et voir un petit peu ce que ça fait, cette expérience-là. Est-ce qu'on en sort différent? Est-ce qu'on prend vraiment du plaisir? Est-ce qu'on kiffe, comme on dit, véritablement? Et est-ce que ça peut donc convaincre des gens d'y aller, et est-ce que les gens reviendraient avec un sentiment positif pour en parler autour d'eux? Et donc ça, c'est tester en fait, c'est prototyper l'offre soi-même et créer une expérience mémorielle et sensorielle. Vous devez créer des produits et des services dont les gens se souviennent d'une façon ou d'une autre. C'est extrêmement important. C'est super important. Quand quelqu'un utilise un produit Apple, il est super fier de l'avoir parce qu'ils ont développé ça en fait. Ils ont développé une communauté et au-delà de la communauté, ils ont développé des produits de qualité et ils ont travaillé le marketing de sorte à ce que les gens se sentent, je dirais, privilégiés lorsqu'ils ont des produits Apple. Ok? Quand vous portez des Nike, vous avez un sentiment différent de quand vous portez des Vans parce que chaque marque en fait a son positionnement. Mais vous ressentez quelque chose. Il faut que ce soit une expérience sensorielle et mémorielle que d'utiliser votre produit ou votre service. C'est très, très, très important. Ensuite, étude de marché, business plan, est-ce que c'est important? C'est un débat, on va dire, inlassable. Moi, je pense que, quoi qu'il arrive, il faut toujours faire une étude de marché. Même si c'est juste un petit sondage, c'est important. Et démarrer par là, après on peut faire des choses en plus grand. Et dans ce film, on se rend bien compte, bon, évidemment, eux, ils ont fait une école de commerce, les personnages, donc pour eux, c'est systématique, hein. Ils savent qu'il faut le faire, donc ils font une étude de marché, ils font un business plan. Avant de lancer le produit, ils vont tester le circuit, ils vont justement définir les coûts, tout ça on le fait dans le business plan, les coûts que ça induit et puis leur marge, à combien est-ce qu'ils vont fixer le circuit. Donc le week-end ou les 2 jours, je sais plus, finalement ils ont fixé un prix à 400 € dans lequel il y a déjà le billet d'avion, l'hôtel, les attractions, etc., etc. Et je vous rappelle que ce film est inspiré d'une histoire vraie. Donc, on n'est pas là dans de la fiction, on invente des choses, non. Et voilà comment, en faisant un business plan, ils y sont parvenus. Je vais d'ailleurs vous laisser un lien dans la description pour une formation sur le business plan que vous pouvez suivre. C'est une formation en ligne sur notre site de e-learningacademyrock.com. Et si ça vous intéresse, vous n'aurez juste à cliquer sur le lien, vous inscrire. La formation coûte 15 000 francs. Vous pouvez la suivre de partout dans le monde, depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur. Et ce sont des vidéos qui vous expliquent pas à pas comment rédiger un business plan. La formation est donnée par moi-même, donc je vous laisse le petit lien dans la vidéo. Il y a d'autres leçons intéressantes. On va parler du 4e point dans ce film. Il faut pouvoir s'imposer à son entourage. Imposer son idée de business. Parce qu'une chose est certaine. Quand vous allez annoncer à vos proches que vous voulez vous lancer dans le business, surtout si vous n'êtes pas déjà entrepreneur, vous allez sentir de la résistance. Il y en a qui vont être dubitatifs. Il y en a qui vont vous décourager clairement. Dans tous les cas, même s'il y a quelques soutiens, ce ne sera pas unanime. Donc, soit vous avancez avec ou sans le soutien des gens, soit vous faites en sorte d'avoir véritablement leur soutien. Donc, il faut les convaincre, ou en tout cas leur expliquer votre vision. Mais ne vous attendez pas à ce que dès que vous allez énoncer le projet, on vous dise « Ouais, c'est génial, vas-y, fonce !» Tout le monde ne fera pas pareil. Parce que les gens, évidemment, s'ils vous aiment, c'est un peu normal. Ils ont des craintes. Est-ce que tu es pas en train de partir dans un gouffre? Est-ce que ça va pas être n'importe quoi? Surtout si tu as un boulot salarié à la base. Là, tu vas te jeter un peu dans le vide. Et on voit dans ce film que l'un des protagonistes, celui qui a eu l'idée d'ailleurs, ben, il bossait dans la boîte dont j'ai parlé, qui appartient à la famille de sa femme. Et je crois qu'il gagnait assez bien sa vie quand même, seulement qu'il n'était pas heureux. Et du coup, elle s'oppose tout de suite. Pendant que le second, son pote, lui, il est soutenu par sa fiancée. Donc, les cas sont différents, mais dans tous les schémas possibles, il va falloir imposer votre idée. Ça, c'est important. Ensuite, point numéro 5, il faut bien argumenter. Il faut articuler votre argumentaire de vente. C'est important.
lorsqu'ils ont eu leur premier appel client, parce qu'ils ont monté un site web pour proposer leur offre, lorsqu'il y a eu le premier appel, le prospect, qui n'était pas encore client, donc posait des questions, et ils étaient là, ils disaient oui, voilà, blabla, ils argumentaient, blablabla. À un moment, ils ont sorti une phrase qui peut paraître simple, et ils leur ont dit, vous n'aurez pas à faire la queue, je paraphrase, hein, c'était à quelques mots près ça, vous n'aurez pas à faire la queue là-bas en plus pour entrer dans les boîtes de nuit, etc., etc. Ils ont touché le cœur du prospect. Ils lui ont parlé de choses qu'il avait envie d'entendre, besoin d'entendre. Parce que ce sont des réalités dans l'environnement dans lequel ce prospect vit. C'est une réalité. Vous pouvez avoir une soirée gâchée parce que vous n'arrivez pas à accéder à une boîte de nuit. C'est une soirée importante. En termes de vie de garçon, on est avec ses meilleurs potes. On veut vraiment, comme on dit, kiffer, prendre du plaisir avant d'aller à la mairie le lendemain ou quelques jours plus tard. Donc, ils ont touché le point essentiel. Quand vous avez un produit ou un service, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour que ça me convainque moi-même? Si je me mets à la place de la cible, et si je me mets à la place de la cible, c'est que j'ai étudié la cible, j'ai fait une étude de marché, je connais le profil. Est-ce que ma cible, c'est des gens qui ont entre 40 et 60 ans, qui gagnent entre 100 000 et 300 000, qui ont telles habitudes? Si oui, comment ils raisonneraient? Vous ne dites pas la même chose à un enfant de 7 ans pour le convaincre d'acheter ou de demander à ses parents de lui acheter un produit qu'à un enfant de 15 ans. Vous ne direz pas la même chose à quelqu'un de 20 ans qui n'a pas les mêmes préoccupations que quelqu'un de 35-40 ans qui a déjà une famille, qui a d'autres priorités. Donc, vous devez travailler sur l'argumentaire de vente en fonction de la cible. D'où les études de marché, l'importance des études de marché, des business plans, etc. Point numéro 6, leçon numéro 6, on ne peut pas penser à tout malgré le business plan. Soyez certain qu'il y a des marges d'erreur lorsqu'on lance un business. C'est clair, il y a des aléas. Lorsqu'ils ont leur premier groupe de clients donc qui achètent cette offre, ils les amènent à Budapest puisqu'ils ont décidé d'accompagner tous les groupes dans les virées pour suivre comment ça se passe, pour les aiguiller et tout ça, même s'ils avaient un point de contact, un gars un peu foufou qui est très marrant d'ailleurs et qui était sur place à Budapest. Du coup, avec la première vague de clients, ils ont eu des problèmes à n'en plus finir parce que les gars sont arrivés, ils voulaient se faire plaisir et ils ont débordé. Il y a eu des débordements et des exagérations. Ils ont fait n'importe quoi. La police est arrivée. Ça a été une véritable catastrophe. Ils ont perdu énormément d'argent. Et ça, ce sont des aléas. Il y a des paramètres qu'on ne peut pas prévoir. Anticipez au maximum. Faites-le, c'est important, sur tout ce qui pourrait arriver. Mais vous ne pouvez pas avoir une liste de tous les impondérables. Donc, il faut avoir des fonds aussi. Lorsque vous prévoyez ce que vous allez dépenser, il faut avoir une petite ligne budgétaire qui va permettre de gérer les imprévus parce qu'il y en aura forcément beaucoup. Ensuite, ce qui est certain, c'est que les échecs, il y en aura. Déjà là, comme je disais, ils ont eu un premier groupe avec lequel ça s'est très mal passé. Il y en a un des deux, parce qu'ils sont deux actionnaires, n'est-ce pas, les deux amis. Il y en a un qui a voulu arrêter tout de suite et l'autre, un peu plus résilient, qui expliquait à son pote qu'il n'était pas question d'arrêter au premier échec. Alors, si vous n'avez pas ce mental-là, c'est même pas la peine de vous lancer en affaires parce que vous aurez beaucoup plus d'échecs que de réussites. Ça, c'est clair. Simplement, ce qu'on oublie, c'est qu'une seule réussite permet d'oublier et de combler tout ce qu'on a perdu avant. Vous pouvez lancer 1, 2, 3 business qui ne fonctionnent pas. Le 4e, le 5e ou le 6e, s'il fonctionne, il peut vous faire gagner, déjà, il peut vous permettre de récupérer tout ce que vous avez perdu et vous faire gagner de l'argent pour, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, tous les entrepreneurs connus qui sont mis en avant, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale, locale, sachez que ce sont des gens qui connaissent des échecs tous les jours, des échecs dont on ne vous parle pas, que vous ne connaissez pas, parce que personne ne vient sur la place publique pour dire, voilà, il y a 2 mois, j'ai lancé un business qui n'a pas marché. L'année dernière aussi, nanana. Non, ils peuvent l'évoquer lors de conférences, etc. Mais on vous parlera toujours de ce qui fonctionne. Donc l'échec est inévitable, mais vous ne devez surtout pas vous arrêter. Vous devez voir comment corriger les erreurs dans le business pour le faire fonctionner. Ça, c'est très important. Ensuite, leçon numéro 8, pour vendre, il ne faut pas attendre. Et ça, je vais les répéter. Pour vendre, il ne faut pas attendre. Il y a beaucoup de personnes, la majorité des gens lancent un business. Ils s'asseyent. Peut-être qu'ils ont fait un site web ou qu'ils envoient 2-3 messages. Et puis, ils attendent. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un restaurant ou un maquis. Il attend et il dit tous les jours, « Ah, les clients ne viennent pas. Hein. Les clients ne viennent pas. » Évidemment,
quel que soit votre secteur, il est concurrentiel. Qu'est-ce que vous faites pour que les clients viennent? Il faut avoir une démarche proactive. Vous devez être en promotion continue. Quand je dis promotion, ce n'est pas des réductions. Vous devez faire la promotion de votre business en continu. Vous devez prospecter, démarcher, promouvoir. C'est extrêmement important. Dans le film, dès que ça a commencé à fonctionner un petit peu, ils se sont rendus compte qu'ils devaient recruter, ce qui est normal. Donc, ils ont pris des locaux, blablabla. Ils ont embauché du personnel et surtout des commerciaux. Donc, ces personnes qui vous appellent pour vous vendre des assurances, etc., et à qui on dit souvent « Non, je suis pas intéressé ». Mais vous pensez que parce que vous leur dites « Je suis pas intéressé », ils continuent pas? Ils continuent, ils n'ont pas le choix. Parce que la banque ou l'assurance ou le service en question a une liste peut-être de 1000 personnes. C'est un exemple. On dit, toi, tu en appelles 10 par jour, toi, tu en appelles 20 par jour, etc., etc. Épuisez la liste. Même si le taux de réussite est de 1%, ils vont continuer et ils vont améliorer progressivement les process. Pourquoi quand on appelle les gens, ils veulent pas nous écouter? Pourquoi ils n'achètent pas? Est-ce qu'on appelle les mauvaises personnes? Mais au moins, ils font la démarche. Donc, dans ce film, les commerciaux prenaient leur téléphone et ils appelaient des prospects pour leur proposer leurs services. Et encore une fois, là, il y a un gros travail de marketing aussi à faire et de recherche. Vous vendez des enterrements, des circuits pour des enterrements de vie de garçons. Déjà, ce qui est clair, vous n'allez pas appeler un monsieur qui est marié depuis 20 ans. Donc, vous devez chercher à avoir une liste de personnes pas encore mariées ou de personnes qui connaissent des gens pas encore mariés qui vont se marier. Donc, est-ce que pour ça, vous allez faire... Moi, par exemple, si je devais lancer un business comme ça, qu'est-ce que je ferais? J'irais voir les prêtres dans les églises. J'irais voir les mères et leurs assistantes. Et je ferai un partenariat. S'il faut prévoir un budget pour pouvoir obtenir les infos, je prévois un budget. Et je sais que 1 ou 2 mois à l'avance, j'ai la liste de tous les mariages qui sont programmés avec le contact des mariés. Il n'y a rien à faire. Si on les appelle, il y a de fortes chances, c'est même pas qu'il y a de fortes chances, c'est clair que dans le lot, il y en a qui achèteront l'offre. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Où sont mes clients? Vous n'allez pas commencer à faire de la pub partout. Allez, par exemple, sur une émission radio qui passe les derniers tubes hip-hop et dont la cible, c'est beaucoup plus les étudiants de 16 à 24 ans, par exemple, et allez parler de cette offre. C'est ridicule. Donc, calibrez toujours votre offre en fonction de ça et faites en sorte de démarcher pour vendre. N'attendez pas en vous plaignant. Essayez des choses. Levez-vous, faites des flyers, allez dans les lieux où se trouvent vos prospects, distribuez des flyers, même si c'est has-been aujourd'hui, ça marche plus forcément, mais il y a des endroits où ça peut marcher. Faites de la publicité sur Facebook qui soit de la publicité ciblée. Faites de la publicité sur AdSense, sur Google, qui soit de la publicité ciblée. Prévoyez un budget. Les gens ne veulent pas dépenser de l'argent pour faire de la pub. Ils ne veulent pas faire de prospection. Ils veulent gagner de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé. Donc, vous devez absolument intégrer tout cela. Leçon numéro 9. Un buzz, même mauvais, peut être utile. Lorsqu'ils ont eu le séjour catastrophe, donc le premier séjour, avec le premier groupe, c'est passé à la télévision, enfin à Budapest là, parce que voilà, ils ont foutu vraiment le bordel. Et l'information s'est propagée sur Internet, évidemment, très rapidement. Donc quand ils sont revenus, ils étaient complètement désespérés et désemparés. Alors ils sont là. Bam, qu'est-ce qui se passe? Non, je crois que c'était pas le premier groupe. C'était peut-être le second ou le troisième, je sais plus. Bref, ce qui se passe, c'est que la demande explose, à leur surprise. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé à Budapest a prouvé à beaucoup de personnes qui connaissaient un peu l'entreprise. Déjà, ça a fait connaître l'entreprise, parce que c'est passé aux informations. Première chose, bad buzz, mais ils sont passés aux infos. Donc, tous ceux qui ne connaissaient pas le site, bam, qui ont entendu ça aux infos, certains sont allés checker. Ensuite, c'est parce qu'il y a eu trop de folie, entre guillemets, qu'il y a eu des débordements. Mais que veulent des personnes pour un enterrement de vie de garçon? Ils veulent une expérience un peu folle. Peut-être pas pour finir avec la police, comme ça a été le cas dans ce qui leur était arrivé, mais ils veulent une expérience qui va leur permettre de pouvoir vraiment se déconnecter et faire des choses extraordinaires dans un environnement où personne ne les connaît en plus et à un prix super intéressant. Du coup, le bad buzz est devenu une opportunité et ils ont eu, en, je crois, 1 heure à peine, ils ont eu des dizaines de réservations. Donc, des gens qui réservaient et payaient déjà. Et là, boum, le business a explosé. Ensuite,
le bouche à oreille fait le travail. Lorsque vous avez une grosse vague qui arrive comme ça, si les groupes qui reviennent et sont satisfaits, eh ben, ils vont en parler autour d'eux et forcément, ça vous fait de nouveaux clients. Il y a vraiment de nombreuses leçons dans ce film. Je pourrais en citer plus de 10, mais voilà, j'ai voulu circonscrire un peu. Là, je vais vous parler de la 10e et dernière que j'ai retenue, c'est qu'il faut toujours rédiger des contrats, mes amis. Les contrats. À un moment dans le film, il y en a un, en fait, pour financer le business, en fait, ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, la femme d'un des protagonistes leur a prêté 100 000 €. OK ? Celle qui est la fille, enfin, celle qui appartient à la famille, qui possède l'entreprise d'où ils sont partis. Donc, elle leur prête 100 000 € pour qu'ils lancent le business. Évidemment, en cours, il y a eu beaucoup de problèmes. Chacun a eu des problèmes dans son couple. Parce qu'après, à force d'aller à Budapest et d'être tentés, ils ont résisté notamment, ils ont fini par faire des conneries eux aussi. Leurs femmes l'ont appris. Et ça a été, voilà, ça a été un peu le souk, le bordel dans les couples. Et justement, à ce moment-là, la femme en question qui a prêté l'argent, au départ, je crois qu'elle voulait être remboursée. OK ? C'est son mari, il lui a prêté l'argent, ils n'ont pas fait de document. Mais, en fin de compte, un peu pour se venger, elle décide avec la femme de l'autre qu'elles vont rentrer dans le business. La femme du second n'a pas mis d'argent, mais elles sont devenues copines toutes les deux. Donc, elle demande, au moment où les gars sont prêts à la rembourser, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent là. Ils avaient déjà gagné 500 000 €. Donc, ils devaient rembourser 100 000 €. Ouais, il y en a un qui dit à l'autre, écoute, ma femme, même si ça va plus actuellement, ça reste ma femme, mais elle veut son argent, vas-y. Fais-lui le chèque. Et là, elle débarque, elle dit non, je veux plus le chèque. Convertissez mon argent en parts. Elle devient majoritaire. Vous avez bien entendu, elle devient actionnaire majoritaire. Et ça arrive tout le temps. Ce genre de situation, ça arrive tout le temps. Si quelqu'un veut s'associer, même si quelqu'un veut vous aider, faites un document. S'il y avait des documents clairs qui stipulaient que c'était un prêt qui ne pouvait pas être converti en action, par exemple, la situation ne se serait pas posée. Parce que juridiquement, comme il n'y a pas de papier, il y a un vide juridique. Et comme l'argent est rentré dans la boîte et il y a les traces, ça a servi à faire ceci, cela, elle dit, ben voilà, on convertit, je deviens majoritaire, 51%. Maintenant, ils auraient pu s'opposer, rentrer dans une procédure judiciaire qui allait les ruiner, parce que ça aurait duré longtemps et ça aurait impacté le business. Mais du coup, ils ont été obligés de la laisser rentrer au capital. Là, c'est un film, je sais pas si ça, même si c'est inspiré d'une histoire vraie, je sais pas s'ils ont arrangé un peu les choses parce que finalement, voilà, ils se sont plus ou moins rabibochés, blablabla. Mais ça arrive tout le temps, je vous dis. Et ce n'est pas le seul cas de figure. Les deux potes en question devaient avoir rédigé aussi un pacte d'associés. La question n'est pas évoquée dans le film, on ne sait pas s'ils l'ont fait ou non. Mais c'est-à-dire qu'il faut que le pacte d'associés, c'est un peu comme le pacte de mariage. Tu veux créer un business avec quelqu'un, 1, 2, 3, 1000 personnes, peu importe. Vous faites un contrat, c'est un document qui explique et qui encadre votre relation. Ah, voilà comment ça va se passer. Si l'un d'entre nous ne veut plus être dans la boîte et veut vendre ses parts, est-ce qu'il doit me proposer à moi d'abord ou est-ce qu'il peut proposer à n'importe qui? Comment est-ce que les dividendes sont reversés? Etc., etc. Il y a plein de paramètres. Il y a tellement de problèmes qui surviennent entre les associés dans le business, vous n'imaginez pas. Et une partie de ces problèmes peut être évitée si on prend la peine de rédiger des documents qui soient des documents qui encadrent tout simplement. La confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le film Budapest, qui est véritablement riche en leçons pour le business. Je crois que on apprend beaucoup de choses dedans, comment se lancer en affaires, les implications familiales, les difficultés qu'on peut rencontrer, comment est-ce qu'il faut rapidement rebondir, comment il faut redesigner une offre, etc. Quelle est la responsabilité morale aussi des gérants, des entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses. Moi, je vous encourage à aller regarder ce film. Moi, je l'ai suivi sur une plateforme de streaming légal, donc je vous encourage à le suivre si vous pouvez et si le sujet vous intéresse. Voilà, je vous invite encore une fois à vous abonner, ok, parce qu'il y aura de nombreuses vidéos de ce genre où on va un petit peu disséquer des contenus audiovisuels, du divertissement, enfin, regarder d'un point de vue business et leadership. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un petit like pour nous encourager. Et puis, dites-nous en commentaire ce que vous pensez des leçons partagées. Est-ce que vous avez des expériences similaires à des choses qui ont été évoquées ou non? Si vous avez des questions, voilà, échangeons ensemble dans la section commentaires et parlez-en autour de vous. Donc, partagez cette vidéo également. N'oubliez pas, je vous mets un lien pour la formation Business Plan si ça vous intéresse. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, rêvons, osons, créons, soyons rock.